une balade en pinasse, ce bateau en bois symbole du bassin d'Arcachon, on ne peut rêver mieux pour vous embarquer avec nous sur cette petite mer intérieure unique et qui offre des paysages à couper le souffle. Mais aujourd'hui, nous vous proposons d'aller au-delà de la carte postale, à la rencontre de celles et de ceux qui vivent et travaillent ici, sur ce territoire où la nature impose son rythme. Ingrid et Nicolas ont choisi un métier difficile mais passionnant. Ils sont ostréiculteurs et expérimentent de nouvelles méthodes de production. Bénédicte et Julien ont changé de vie en créant leur fumoir artisanal de poissons. Enfin, Emmanuel et son équipe nous ouvriront les portes d'une institution, le chantier naval du Bourdieu, spécialisé dans la construction de bateaux en bois depuis plus de 200 ans. Bref, tous nos invités d'aujourd'hui sont ancrés dans une tradition maritime. Ils perpétuent des savoir-faire ancestraux tout en innovant. Cap sur le bassin d'Arcachon, passion maritime. « 20 km de long, 14 de large. Le bassin d'Arcachon est un espace unique en Europe. Une lagune qui se vide et se remplit 2 fois par jour au rythme des marées. Un paysage façonné par la nature, mais aussi par l'activité humaine, notamment l'ostréiculture. Chaque année, on produit ici 10 000 tonnes d'huîtres. Mais le bassin d'Arcachon a une spécificité moins connue, la production de naissains, les bébés huîtres. Ingrid, explique-moi à quoi servent ces coupelles. Alors en fait, ça, ce sont des collecteurs. Ça sert à récolter le naissain en fait. La reproduction se fait dans le milieu naturel. À un moment, elle a besoin d'un support pour se coller. En fait, nous, on lui propose des supports. C'est ce qu'on appelle le bébé huître, le naissain. Oui, alors au départ, elle est en stade larvaire et quand elle va commencer, on va appeler ça un naissain, quand elle va être fixée et qu'elle va commencer sa coquille. À l'origine, elles sont vraiment microscopiques, on ne les voit pas. Après, ça fait des petits grains de poivre et petit à petit, en fait, elles vont agrandir la coquille et là, on va commencer à les voir se former réellement en forme d'huître. Donc ça, c'est une poche avec du naissain, Ingrid? Oui. Alors en fait, quand on l'a mise dans la poche, elle avait cette taille-là. Ok, donc là, on est à combien? On est à peu près à 4 mm. Ok. Donc ça, c'est un naissain que tu vas pouvoir vendre. Sortie des collecteurs, on le met là-dessus. Elle fait cette taille-là, on la met en poche. Ok. Comment ça se reproduit une huître en milieu naturel? Alors en fait, c'est une reproduction externe. On va avoir dans les huîtres des mâles et des femelles qui va monter en maturité au cours du printemps avec l'augmentation de la température, de la luminosité et de l'alimentation puisqu'elles se nourrissent de phytoplancton. Donc plus il va y avoir de lumière, plus il va y avoir à manger. Donc elle va maturer et quand elle va être mature, elle va se mettre à pondre. Elle va lâcher des hormones dans l'eau qui va déclencher la ponte chez tout le monde en fait. Et en fait, quand elles se mettent toutes à pondre, on a l'impression qu'on a déversé des conteneurs de lait dans l'eau et ça rend l'eau toute laiteuse. Et en fait, tout ça, c'est des spermatozoïdes et des ovules d'huîtres qui vont donner un œuf, une larve, et cette larve qui viendra se coller sur les collecteurs. Donc voilà, on va partir de celle-ci, sortie des collecteurs. Et en fait, tac, la petite dernière, elle a un an. Explique-moi, Ingrid, pourquoi le bassin d'Arcachon est réputé pour être le premier centre naisseur de France? Le bassin d'Arcachon, que ce soit pour les huîtres ou pour plein d'autres espèces, c'est une immense nurserie. On a les conditions nécessaires à plein de reproductions, notamment l'huître, la moule, on a le bar, la dorade, et en fait tout le monde vient, pose ses œufs et s'en va. Pourquoi? C'est quoi ces conditions? On a du
pas trop froid l'hiver, du pas trop chaud l'été. On a l'océan qui rentre régulièrement, qui amène de la fraîcheur. On a un mouvement qui fait que toutes ces espèces viennent se reproduire chez nous. Ici, ça a toujours été le centre reproducteur de l'huître. Finalement, vous travaillez main dans la main avec la nature. Tous les ans, elle nous donne la base de notre métier pour lancer des productions et faire ce qu'on aime. Les huîtres du bassin étaient déjà réputées chez les Romains. Mais c'est avec Napoléon III, au milieu du 19e siècle, que naît l'ostréiculture moderne. C'est à cette époque que sont construites les célèbres cabanes Chanquet qui servaient alors d'abri aux gardiens des parcs impériaux. Produire des huîtres, c'est entrer dans cette riche histoire, mais cela n'exclut pas d'innover. Installé depuis 3 ans, Nicolas Cheka expérimente sur quelques-uns de ses parcs une technique surprenante. Donc là, ce qu'on va faire aujourd'hui, c'est qu'on va déclipper les paniers Ok. et on vient les charger directement sur le bateau. Parfait, je vais y arriver. Alors, juste une simple pression, hop, et on le retire. Ah, attends. Voilà. C'est bon, voilà. Et en Hop. même temps, il faut dire que c'est la première fois que je vois des petits paniers. Tu n'as donc pas de poche, toi. Alors non, je n'utilise très peu de poches maintenant. On s'est mis au panier australien. C'est des paniers, comme tu peux voir, qui sont cylindriques, où on met à peu près une soixantaine d'huîtres à l'intérieur. Et on va venir les clipper donc sur cette ligne. Et en fait, grâce à ça, elles vont pouvoir se balancer en fonction des marées, du vent et de la nature même, tout simplement. Quel est l'intérêt de ce balancement, Nicolas, pour tes huîtres? Avec l'effet des vagues, des marées, tout ça, le panier va se balancer un tout petit peu plus et va briser cette pousse. Donc l'huître, au lieu de se dépenser vraiment à pousser, elle va vraiment gonfler à l'intérieur. On va avoir une huître beaucoup plus charnue. Elle va se muscler. Exactement, l'huître va se muscler. On aura un muscle d'ailleurs beaucoup plus important que la normale. Pourquoi tu as choisi de travailler avec cette technique? Moi j'ai choisi de travailler tout seul. Avec ce système-là, on essaye, on se facilite la vie. On est sur des paniers qui font, avec les huîtres à l'intérieur, à peu près 5 kg. Ah oui, c'est 3 fois moins lourd. Exactement. Donc le travail est beaucoup plus rapide, on charge, décharge beaucoup plus facilement. Au niveau des prédations, on en est pratiquement dépourvu. Plus besoin de tourner ses poches, tout se fait naturellement. Donc je pense que je vais pouvoir prolonger mon espérance de vie. Bon, on se remet au boulot. Allez, il On va a- falloir on a se remettre un paquet peu à au boulot. faire. Don't you know what you mean to me? Open up, set your heart on free, blazing out in the sunshine. Oh yeah, getting hot. Comment tu as découvert cette technique? Il y a quelques années en Australie, le but c'était vraiment d'aller voir comment ça se passait là-bas. Alors du coup je suis parti avec ma femme et en arrivant là-bas, on a trouvé de suite une superbe entreprise qui nous a pris sous son aile. Alors pourquoi vous avez choisi l'Australie? Là-bas, en termes ostréicoles, ils ont très peu de tradition. Ils sont tout le temps dans la nouvelle technologie, comment faire mieux, faire plus vite, moins se faire mal au dos, des petits trucs comme ça. Il y a beaucoup de familles d'ostréiculteurs sur le bassin. Est-ce que toi, tu es issu de ce milieu? Alors non, je ne suis pas du tout issu d'une famille d'ostréiculteurs. Je voulais absolument travailler sur l'eau. On a un cadre qui est absolument incroyable sur le bassin d'Arcachon. Donc travailler sur l'eau, c'est soit pêcheur, soit ostréiculteur. Je voulais travailler de mes mains, je voulais élever quelque chose, donc l'ostréiculture c'était parfait. On n'est pas beaucoup à avoir fait ça sur le bassin, il faut être extrêmement motivé parce que partir de rien c'est que des épreuves, tous les jours. On n'a pas d'huîtres, on n'a pas de parc, tout ça il faut trouver, voilà. Donc c'est plus compliqué que de reprendre une entreprise traditionnelle. Pas de regret. Mais pas de regret, non. Les 1500 cabanes ostréicoles du bassin d'Arcachon sont un véritable patrimoine architectural qui attire les touristes. Comme ici, au village de l'Herbe sur la presqu'île du Cap Ferret, où Nicolas et Raphaël retrouvent Ingrid pour une dégustation. Quel décor fabuleux pour déguster une huître du bassin.
Souvent, les gens ne s'imaginent pas tout le travail qu'il y a derrière une huître. Non, c'est compliqué de se l'imaginer. Ils pensent qu'on a juste à monter sur les bateaux et aller les ramasser dans le bassin. Et en fait, c'est 3 années de travail assez compliqué et acharné pour arriver à un résultat comme ça. Nicolas, aujourd'hui, on a eu des conditions exceptionnelles de navigation pour parcourir le bassin et les parcs, mais ce n'est pas toujours le cas. C'est vrai que à partir de l'automne, là, on va commencer dans les mois où vraiment on va avoir le plus de boulot en ostréiculture et c'est là où on va voir aussi le plus de vent, donc des vagues, tout ça. Donc là, c'est un peu moins marrant, mais une fois qu'on est en mer, on a juste la nature autour de nous. Ça reste un vrai plaisir. Merci à tous les deux de m'avoir fait découvrir votre beau Merci. métier. De tout temps, les hommes ont su tirer profit des ressources naturelles à leur portée. La pêche est une autre des activités maritimes traditionnelles du bassin d'Arcachon. Aujourd'hui encore, plus de 90 bateaux de pêche naviguent dans la lagune. Ça va Kiki? Ça va et toi? C'est pour valoriser cette pêche locale que Bénédicte et Julien ont créé en janvier 2020 leur fumoir artisanal à Lèche-Cap-Ferret. C'était comment sur l'eau? Ouais, un petit peu de vent, mais ouais, ça va. Ouais. Il y a pire quand même. Allez. C'était pas comme hier. Dans l'autre sens, c'est moi. Bonjour Christophe, bonjour Bonjour. Julien. Alors Christophe, est-ce que la pêche a été bonne? Ça a été. On peut dire que c'est pas une grosse journée, mais ça a été une journée correcte. Ça Bien. a l'air lourd quand même. Ouais. Non, c'est pas Il y a très quoi, lourd. il y a 20 kilos? Non, on a amené là, il y a 20 kilos, et 100 ça, kilos. pareil. Qu'est-ce que tu ramènes à Bénédicte et Julien? Là, c'est des dorades marbrées, des poissons qu'on pêche du mois de mars jusqu'à novembre à peu près. Julien, on ne peut pas faire plus frais comme livraison. Là, on peut pas faire plus frais, ils datent de ce matin, donc ils sont sortis du filet. Donc on va les laisser maturer une nuit, on la travaillera demain matin celle-là. Ok, allez, au travail. Je te laisse passer. Ouais. Bonjour Bénédicte. Bonjour Raphaël, bienvenue au labo. Merci. Alors qu'est-ce que tu travailles comme poisson? C'est du mulet noir, voilà, pêché dans le bassin. Bien sûr. Donc, c'est une espèce de poisson qu'on adore travailler ici chez Fumette parce qu'en fait c'est un poisson qui est très abondant dans le bassin d'Arcachon et c'est surtout super bon en salaison, en fumaison et voilà, c'est un de nos produits phares, on va dire. Alors vous recevez le poisson en entier. Explique-moi quelles sont les différentes étapes de fabrication. Ouais. Alors écoute, quand on reçoit les poissons, on les écaille. Donc, Ce que tu es en train de faire, voilà. ça demande un peu d'huile de coude. Ouais, au début ça fait mal, puis au bout de 2 bacs, on le sent plus. Voilà. Donc on les écaille, ensuite on les rince, on va les vider et les rincer à nouveau. À partir de là, on va lever les filets. Une fois qu'on les aura tous filetés, on les positionne sur des grilles. Et puis va venir ensuite la phase de la salaison. Ça sert à quoi le salage? Le salage, en fait, ça a des propriétés antibactériennes, antioxydantes. Le sel va prendre la place de l'eau dans les cellules du poisson. Donc, ça va participer, en fait, à prolonger la durée de vie du poisson. Le lendemain, on va fumer au bois de hêtre. Donc, c'est une phase de fumaison à froid. Il n'y a pas de cuisson. C'est simplement une aromatisation de la chair. Et c'est absolument pas dangereux. C'est une fumée qui est froide, donc ça ne dégage pas toutes ces substances qui peuvent être nocives. Quand on pense poisson fumé, on pense forcément au saumon fumé. Vous avez fait le choix de ne pas travailler ce produit. Pourquoi? Nous, on avait envie de travailler principalement des poissons locaux. Comme on est dépendant de la pêche, il nous fallait quand même un poisson d'élevage. Donc on s'est tourné vers la truite parce qu'elle est plus proche, puisqu'il y a des élevages un peu partout en France. Et le saumon, il y a 1% d'élevage de saumon dans le monde qui sont à peu près corrects et qui n'abusent pas des antibiotiques et de la surintensité d'élevage, etc. Donc au début, on s'est dit, bon, soit on bataille à trouver des très bons élevages, soit tout de suite, on s'en affranchit. Et on a dit, allez, on va faire sans.
Déjà, cette assiette est magnifique. Ça donne très envie. Qu'est-ce qu'on a comme poisson? La dorade marbrée, pêchée dans le bassin. On a le mulet noir, nature. Et on a la truite bio d'Ariège. On peut attaquer? Ah On bah y ouais, va. on attaque. Je vais goûter avec vous. C'est hyper fin, c'est hyper subtil. Et en même temps, on a ce petit goût iodé là, de mer derrière. C'est salé juste ce qu'il faut. Et le fumé, on le sent souvent un peu après. Ouais, Quand t'as avalé, effectivement. ça reste. Il y a le petit goût de hêtre derrière, là. Cette odeur qu'on avait dans le fumoir tout à l'heure. Finalement, c'est une façon originale de redécouvrir des poissons méconnus. Oui, exactement. En fait, bon déjà, on a besoin de moins de quantité parce que c'est quand même très puissant. Donc ça va dans le sens d'une consommation plus modérée de poissons. Et ça permet effectivement de mettre en lumière des espèces un peu moins nobles. Voilà, c'est une manière de les revaloriser. Fumer du poisson n'est pas vraiment une tradition ici sur le bassin d'Arcachon. Comment avez-vous eu l'idée? Moi, elle m'est venue d'un fumeur breton, en fait, lors d'un passage en Bretagne Nord. Il venait de s'installer aussi, il avait un peu la volonté de travailler avec la criée locale, avec les pêcheurs locaux. Ça faisait un moment que je cherchais une activité professionnelle ici. J'avais déjà un peu un réseau de pêcheurs, donc j'avais envie de mettre ça à profit. Et voilà, le tout combiné dans ma tête, je me suis dit, il faut que je fasse un fumoir au Cap Ferret, quoi. Mais qu'est-ce que vous faisiez avant alors? Bah écoute, c'est une reconversion complète pour l'un comme pour l'autre. Moi, j'ai travaillé 10 ans dans la com et le marketing. Ah oui, rien à voir. Non, rien à voir. J'étais responsable marketing de la Cité du Vin. Ok. Et puis un jour, voilà, moi j'ai eu envie de tourner la page. L'idée d'entreprendre dans l'univers de la gastronomie, elle était très liée au fait d'entreprendre quelque chose justement d'engagé, de responsable, de local. Et c'est passionnant. Et toi, Julien, qu'est-ce que tu faisais Moi, avant? j'ai fait quelques années dans le conseil à Paris. Après, j'ai été commercial à Bordeaux dans le tourisme. Et je suis venu m'installer ici pour des raisons familiales. Et mon rapport au bassin, il s'accentue, quoi. Le lien se tisse de plus en plus. Et on est vraiment content de pouvoir s'ancrer localement, aussi bien avec les pêcheurs qu'avec les entrepreneurs locaux aussi, qui commencent à nous identifier comme d'autres entrepreneurs. Il y a tout un réseau qui se crée et c'est vraiment, vraiment agréable. Merci à tous les deux pour cette belle découverte. Merci à toi. Et longue vie à Fumette. Merci. Durant des siècles, pêcheurs et ostréiculteurs ont navigué sur des bateaux de travail appelés pinasses. Cette embarcation en bois est devenue aujourd'hui un symbole du bassin d'Arcachon. Raphaël a rendez-vous sur le port de Larros, à Gujan-Mestras. C'est là qu'est installé depuis 1800 le chantier naval du Bourdieu, labellisé Entreprise du patrimoine vivant. C'est l'un des derniers endroits en France où l'on fabrique des bateaux en bois sur mesure. Bonjour Florent. Bonjour. Bon, je vois qu'on est tout de suite dans l'ambiance, on sait où Ah on oui, est. vraiment, là, on voit tout de suite qu'on y est dans les bateaux. Explique-moi à quelle étape vous en êtes. Ben là, c'est vraiment la dernière étape. On met la dernière membrure sur le bateau, on lui donne vraiment la fin de sa construction, de sa naissance, vraiment. Le squelette. Voilà, la colonne vertébrale et ces membrures qui font un peu les côtes, la largeur, le coffre du bateau. C'est entièrement fait en acajou. Et chaque membrure a sa place, son emplacement, elle ne peut pas aller ailleurs. C'est vraiment que des pièces sur mesure faites pour ce bateau. C'est un travail de précision. De précision et de savoir-faire, parce que c'est pas quelque chose qui est encore vraiment écrit dans les livres. Enfin, faut vraiment le vivre. Et moi, j'ai beaucoup travaillé avec des anciens pour aujourd'hui, on est arrivé là à pouvoir les monter un peu les yeux fermés. Combien de temps ça prend de fabriquer un tel bateau? Il va nous falloir entre 3000 et 5000 heures, et à notre niveau, environ 8 ou 9 mois, enfin plutôt 9 mois même maintenant, pour fabriquer ces bateaux. Et vous fabriquez combien de bateaux chaque année? Alors c'est vraiment de la petite unité, on en fait entre 3 ou 4 par an, vraiment, mais c'est... Ah, c'est très très peu. C'est très peu. On est une petite équipe, mais on fait des très beaux bateaux. Alors ça commence toujours comme ça les bateaux. On a un plan, une idée, un design, et puis à nous d'arriver à ça. Ça, c'est un plan qui date de quand?
Là, c'est du début du siècle. Alors 100 ans après, on est vraiment dans les mêmes formes de bateaux. L'avant n'a pas changé, l'arrière n'a pas changé. Ce qu'on y met dedans, bien sûr, a changé. Mais la forme et la structure, elle, reste la même. Est-ce que les techniques ont évolué ou est-ce que tu reproduis toujours les mêmes gestes que les charpentiers de marine qui ont travaillé ici il y a 100 ou 200 ans? Juste, les matériaux ont un peu évolué. Aujourd'hui, on a des bois, des essences rares, des jolies billes de bois, alors qu'à l'époque, ils travaillaient avec des bois locaux. Mais sinon, c'est vraiment les mêmes gestes et les mêmes dessins. Regardez, on est sur le même projet. Comment on transmet, comment on t'a appris ces gestes, comment toi tu les transmets aujourd'hui? Moi, j'ai eu la chance d'arriver chez Dubourdieu. On était avec des anciens et eux m'ont beaucoup aidé à arriver là où on en est aujourd'hui, à fabriquer des bateaux tout seul. Le chantier naval du Bourdieu est l'un des plus anciens de France. Il doit son succès à un coup de génie. Dans les années 1920, Arcachon devient une station balnéaire à la mode. La pinasse, jusqu'alors bateau de travail, se transforme en un élégant et luxueux bateau de plaisance à moteur. En 2000, après 6 générations faute de successeurs, l'entreprise a bien failli disparaître. Mais pas question de laisser s'éteindre ce chantier naval mythique. Emmanuel Martin reprend la barre. Emmanuel, c'était ton métier, les bateaux en bois? Pas du tout. Moi, je suis œnologue de formation. J'ai fait l'Institut d'œnologie en 88 à Bordeaux. J'ai vinifié à Bordeaux et à l'étranger pendant presque 14 ans. Donc rien à voir. Rien à voir, à part que je suis un enfant du bassin, que dès que j'avais du temps de libre, je revenais ici sur la terre de mon enfance pour les vacances, quand j'avais des week-ends de libre. Alors justement, quelle image avais-tu du chantier naval du Bourdieu? Alors du Bourdieu, c'est très lié au bateau historique du bassin à la pinasse. Pour moi, c'était quelque chose d'un peu iconique avec une histoire assez dingue quand même, plus de 200 ans d'histoire. Et je suis rentré dans ce chantier-là. Je suis arrivé, ce que vous avez vu, les squelettes en bois, les dinosaures, là, les carcasses. Et alors, qu'est-ce que t'en as pensé là? Ah là, j'étais à l'arrêt complet. C'était en moi. C'était réglé, quoi. C'était parti. C'était parti. C'était un peu rude au départ, mais il y a eu une bienveillance de la part des anciens, parce que eux, ce qu'ils voulaient, c'est que le chantier perdure. Donc ils se sont battus comme des diables pour faire les bateaux et former des jeunes. C'est pas été évident, choc de culture. Vous avez des gens qui ont 60 ans et des gamins de 18 ans. Mais avec l'énergie, il faut avoir des rêves, quoi. C'est ce qui compte, de vibrer. Il n'y a que ça qui compte. Emmanuel, je pense qu'on peut dire que ces bateaux sont des œuvres d'art. En tout cas, moi, c'est comme ça que je le ressens. Je pense aussi, parce que ces bateaux, même si il y a des similitudes sur les modèles, ils sont tous semblables mais tous uniques et ils sont façonnés par l'outil le plus sophistiqué qui existe, la main de mes garçons en fait. Voilà, donc toutes ces pièces-là, elles ont été façonnées à l'unité. Qu'est-ce que tes clients viennent chercher chez toi? Ils viennent chercher quelque chose qu'ils ne pourront pas acheter sur une étagère. Pas un produit manufacturé de série. Ils viennent chercher un morceau d'histoire. Ils viennent chercher une appartenance à des valeurs artisanales, patrimoniales, historiques et un bel objet. Tu nous as amenés dans un cadre exceptionnel, au pied des cabanes de Chanquet. Est-ce que tu dirais qu'il y a un esprit particulier, une âme sur le bassin d'Arcachon? Oui, le bassin, il y a une âme, un esprit et une façon de se déplacer ou de vivre le bassin. Il y a tout ici en fait. On sort du bassin, la dune, la forêt des Landes, il y a la pêche, l'art de vie, la gastronomie, toutes ces cabanes d'ostréiculteurs, ces ostréiculteurs qui sont des fermiers de la mer, qui travaillent ces parcs à huîtres. Il y a un mélange d'économie, de tradition, de nature aussi, parce qu'on est un parc naturel marin. Toi qui as beaucoup voyagé, est-ce qu'aujourd'hui tu pourrais vivre ailleurs? Non. Pour ça que je suis revenu, entre autres. Je suis revenu parce que j'ai fait 14 ans de voyage. J'ai vu la Californie, l'Australie, l'Afrique du Sud, l'Italie, la Grèce, la Nouvelle-Zélande, la Hongrie, la Tasmanie, partout où on faisait du vin. C'est beau, hein?
Il y a peut-être plus beau qu'ici, mais c'est chez moi. Ici, je ne me lasse pas de regarder le soleil tomber dans la mer, de lever le soleil lorsque je chante le matin. Et c'est très apaisant pour moi. Voilà.